Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous dans Nouvelle Donne. Et donc, ça s'appelle Nouvelle Donne. La donne change. La donne a changé. La donne est compliquée. La donne est bouleversée. C'est ce qu'il va falloir démontrer tout au long de cette édition des Nouvelles Donnes. J'ai l'avantage d'avoir en face de moi sur le plateau l'invité que vous découvrez déjà sur votre téléviseur. C'est un habitué de cette émission. J'ai le plaisir de le retrouver. Son nom, Willy Prince Michiki, qui n'est plus à présenter, une des grandes figures de la classe politique congolaise depuis bien des années. Alors, l'actualité congolaise, bien entendu, est abondante et elle est riche en événements comme déjà la rentrée parlementaire déterminante du mois de mars. Nous allons en parler avec honorable Willy Michiki, et également aussi l'annonce faite sur la restructuration de l'Union sacrée pour la nation, mais aussi sa composition. L'invité de ce soir va nous donner son analyse sur cet événement également. Également aussi les processus de Kinshasa, comme on l'appelle déjà, au travers des consultations que mènent les évêques catholiques de la Cinco et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo, sans oublier bien entendu les pays est en guerre, les événements qui se déroulent sur le front la guerre de l'Est. L'invité fort heureusement est de la contrée de l'Est. Le député national Willy Prince Michiki est élu de Walikale. Dans sa contrée sévit également la guerre de l'Est. Il va devoir nous donner les dernières nouvelles du front d'après ses propres sources. Honorable Willy Prince Michiki, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir. Et tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. J'ai dit au sommaire de cette session des Nouvelles Donnes. Si vous voulez, on commence par les nouvelles de la guerre de l'Est. D'après vos propres sources, Monsieur Willy Prince Michiki, comment ça se passe là-bas, particulièrement dans votre contrée des Walikale et bien entendu dans toute la contrée, les Nord Kivu, les Sud Kivu, les nouvelles en votre possession? Bon, d'abord, nous déplorons le fait que les appels au cessez-le-feu ne sont pas entendus par les belligérants et particulièrement par AFC M23. Rappelez-vous qu'il y a une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 2773 du 21 février 2025, qui a exigé l'arrêt immédiat et sans condition des hostilités. Il y a aussi la résolution de Dar Salam sur le sommet de East African Community et SADC. Il y a la résolution de la commission paix et sécurité d'Addis Abeba du 14 du mois passé. Il y a aussi le communiqué de Nairobi, mais et même plus loin même de Malabo pour le CAC. Mais malgré tout ça, il n'y a rien. Les hostilités continuent. Donc il y a quand même un problème sérieux. Et cela nous inquiète. C'est ainsi qu'aujourd'hui, par exemple, il y a les fronts Petit Nord, qu'on appelle les fronts à Walikale aujourd'hui,
l'Alliance Fleuve Congo M23 et pas à Walikale Centre. Ils sont maintenant à 68 km de Walikale pendant qu'on tenait cette émission, puisque je suis chef coutumier de là. D'ailleurs, ils viennent de chez moi, de Kiboa, en direction vers Walikale. Ils sont maintenant au niveau des Pofi. Pofi, c'est ici la colline, et partout, ils rencontrent une résistance évidemment farouche de Wazalendo. L'objectif, c'est d'arriver à Walikale. Quel des Wazalendo et où sont les FARDC dans tout ça? Les FARDC, malheureusement, ils ne tiennent pas les coups, je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus les Wazalendo, parce que les Wazalendo sont habitués là-bas. Et puis, il faut dire que Walikale, depuis plusieurs années, en tout cas, la sécurité dans les 2 tiers de Walikale était toujours organisée, tenue par les Wazalendo. Oui, mais les FARDC, c'est l'armée régulière, l'armée congolaise. Oui, malheureusement, dans certains milieux ruraux, où sont-ils passés? Il y a des réalités, la preuve même pour sécuriser les élections. Les Wazalendo ont sécurisé les élections pendant les 2 derniers cycles électoraux. Donc je peux dire, depuis 2018, aux élections 2018 à 2023, il y a une grande partie à Walikale qui était sécurisée, beaucoup de centres étaient sécurisés par les Wazalendo. Donc ce sont des réalités de chez nous, on ne peut pas faire autrement. C'est ainsi que quand il y a... très clairement, les Wazalendo ont pris la place des FARDC, vous voulez dire? Bon, il faut dire que là-bas, les Wazalendo étaient mieux organisés, sont mieux organisés qu'ailleurs. Et ils communient bien avec le peuple. Pourquoi Pourquoi et comment? Parce que quand je vois les groupes armés, par exemple de l'Ituri, qui tuent les leurs, chez nous, vous n'allez jamais voir un patriote Wazalendo tuer quelqu'un. Non, au contraire. C'est comme ça qu'ils sont appréciés et les gens, automatiquement, naturellement, donnent leurs droits. 1000 francs par personne qui constitue la taxe, parce que l'État ne récolte pas la taxe et l'impôt dans ces entités-là. La population s'organise facilement pour payer 1000 francs chacun et ça marche très bien. Et personne ne se plaint puisqu'on comprend qu'au lieu qu'ils aillent ravir, prendre par force, et c'est eux qui même gèrent l'administration, la police et tout ça. En tout cas, ce sont des... À Walikale, c'est une partie. Je ne dis pas que c'est tout l'ensemble de Walikale, mais je dis au moins aujourd'hui, 2 tiers de Walikale, il y avait quand même la présence. Sécurisée par le Wazalendo. Oui, le Wazalendo qui était là depuis longtemps. Je vous dis, c'est ça la vérité de Walikale. Même les troupes de Wazalendo. Sont-ils les militaires professionnels? Bon, ils ne sont pas des professionnels, mais en tout cas, quand on voit leur comportement, c'est différent des autres Wazalendo que je vis ailleurs. Par exemple, ils ont la police, ils ont aussi l'armée. Et il y a la discipline, vraiment. Vous sentez la discipline. Et quand même vous êtes dans certains villages, vous ne sentez pas leur présence. Ils sont toujours placés souvent. Et ils sont formés pour faire la guerre, ceux-là? En tout cas, ils se sont battus plusieurs fois. Vous savez que la guerre contre les FDLR, c'est pourquoi à Walikale, depuis plus de 2 décennies, il n'y a plus d'FDLR là-bas, parce que c'est eux, en fait, qui... plus d'une décennie plus tôt. Et c'est eux qui ont chassé les FDLR là-bas. Et c'est eux qui imposent là-bas la paix et la sécurité. Ils sont bien organisés, bien structurés. Ils sont très bien organisés, structurés. Ils ont des brigades. Et bien équipés, en conséquence, vous voulez dire. Malheureusement, ils ne sont pas très bien équipés. Mais c'est chaque fois, quand il y a des affrontements à l'époque, avec l'armée gouvernementale, malheureusement, qu'ils arrivaient à s'équiper. Et ils s'organisent avec les petits moyens qu'ils ont pour agrandir les petits moyens, ils ne sont pas rémunérés? Ils ne sont pas rémunérés, justement, puisqu'ils vivent de cotisations, de paiements, des taxes et impôts de la population, les 1000 francs là, que je vous dis. Et si quelqu'un, par exemple, a fait... Les Wazalendo, dans votre coin, de Walikale et les environs, imposent aux populations les paiements des taxes. Non, c'est-à-dire que l'État récolte... Les taxes illicites, on va dire. Non, ce n'est pas une taxe illicite. Ça, il faut corriger. C'est plus. Puisque la taxe est une contrepartie au service donné. Comme c'est eux qui assurent la sécurité, nous avons trouvé normal... En lieu et place des FARDC. Non, justement, puisque là où il y a, même là où il y a les FARDC, depuis longtemps, il y a parfois la coexistence pacifique avec les Wazalendo.
Donc bien avant même les conflits que nous connaissons aujourd'hui. De Lewazalendo à Walikale, même à Massissi, c'était déjà bien organisé par rapport à d'autres entités. Ils ont l'adhésion populaire. Ils ont l'appui, ils sont même mieux préférés à certains endroits que l'armée gouvernementale, malheureusement. Pourquoi vous dites malheureusement? Malheureusement, puisque en principe, ils devraient être de Villego, mais tellement qu'il y a eu un gap, ce sont des enfants du coin qui se sont organisés pour sécuriser leurs terres et puis les biens des personnes avec lesquelles ils vivent. Et comme il n'y a pas Lewazalendo, dans votre contrée, ils ne se battent pas aux côtés des FARDC. Oui, et depuis quelques temps, c'est vrai, au début, ce n'était pas facile. J'ai pu moi-même peser de tout mon poids pour qu'il n'y ait plus d'affrontement entre les Wazalendo et les Evartés. Ah, puisqu'il y en avait, ça se faisait. Bien sûr, il y en avait. Ils ne cohabitaient pas ensemble. Là où vous trouvez les Wazalendo, vous ne pouviez pas trouver. D'abord, là on les appelle les Maïmaï. L'appellation Wazalendo, c'est avec maintenant la résurgence de la guerre du M23 à FC. Mais il n'y avait pas de Wazalendo à l'époque. On les appelait les Maïmaï. Il y a plusieurs groupes qui collaboraient. Et je vous dis que quand vous arrivez dans ces entités-là, vous allez être impressionné. Surtout la discipline, les salons, la propreté. En tout cas, ils sont bien. C'est pourquoi même moi, en tant qu'élu du coin de Walikale, la première des choses que j'avais fait, c'était d'abord introduire 2 propositions de loi. Mais ce sont des milices, les Wazalendo. Mais justement, c'est comme ça que j'avais introduit. Ils ont une branche administrative et une branche militaire. Non. C'est-à-dire que ce sont des milices organisées. Puisque si ces milices-là n'existaient pas, je vous dis, Dieu seul sait ce que serait devenu ces milieux-là. Peut-être qu'il y aurait des tueries, il y aurait des problèmes. Ils sont tellement bien organisés que tout se passe bien. C'est comme ça que même la guerre, dans ce coin-là, sera différente des autres milieux. Vous avez vu d'abord que pour pénétrer Walikale, donc on n'est pas même arrivé à Walikale, ça a failli plus de 4 ans. Plus de 4 ans, puisque les milices qui sont là sont bien organisées. Et c'est comme ça que, lorsque je suis arrivé à l'Assemblée nationale, parmi les premières initiatives, à part la proposition de loi qui sera examinée au courant de cette session du mois de mars, sur la création de l'ordre national. Quelle est-elle? Oui, la création de l'ordre national des professionnels de gestion des ressources humaines. Donc désormais, vous êtes étranger. Concrètement, ça signifie quoi? Voilà, donc ça signifie, c'est ça en fait qui va permettre aux Congolais d'accéder aux emplois. Vous allez constater ici, il y a des étrangers qui viennent ici, comme ils ont des capitaux, ils ouvrent leurs entreprises et même prennent la main-d'œuvre de l'extérieur en violation du Code du travail. Puisque le Code du travail dit ceci, et les lois même de la République, on ne peut pas engager un expatrié lorsqu'il y a un Congolais ou un résident au Congo qui peut exercer le même métier. Alors, lorsque on le fait, on viole la loi. Puisque lorsque on respecte la loi, un étranger pour travailler ici, il doit avoir d'abord la carte du travail. Il doit avoir le visa de travail. Il doit payer les impôts et taxes. Et lorsque l'employé regarde déjà, avant qu'il commence à travailler, il dépense 3 000, 5 000, 6 000 dollars, 10 000 dollars, jusqu'à 10 000 dollars. Il préfère prendre la main-d'œuvre concurrente un Congolais. Alors maintenant, avec l'ordre national de professionnels de gestion des ressources humaines, on va donner des cartes de membres aux gestionnaires des ressources humaines, ce qu'on appelle communément RH, ressources humaines et management. Donc, ce qu'on appelait aussi, comme vous connaissez, les chefs de personnel. Vous êtes chef de personnel dans un établissement privé ou public, lorsqu'on constate chez vous que vous avez employé un étranger, par exemple, qui n'a pas la carte de travail, qui n'a pas le visa de travail, on vous retire la carte et l'établissement est fermé. Comment une telle loi, si elle est adoptée par l'Assemblée nationale, pourrait être mise en œuvre dans une zone de guerre? Oui, bon, aujourd'hui, il faut dire la vérité que dans les zones occupées par les rebelles, le gouvernement de la République n'a pas l'impérium. Mais nous ne faisons pas les lois pour les occasions circonstancielles. Nous faisons les lois dans l'optique que demain,
Toutes ces localités-là seront récupérées. La Qui a l'impérium à Walikale Centre et les environs? Bon, aujourd'hui, Walikale Centre est contrôlé par le gouvernement de la République et même les environs. Il n'y a que la partie qui est contrôlée par... C'est juste la frontière avec l'Obéron, donc Bouleusa, la frontière avec Massissi, un peu jusqu'en Petit. C'est vraiment, en tout cas, je peux dire que moins de 5% de Walikale est sous contrôle de la rébellion aujourd'hui. Donc 95%, vous savez, Walikale c'est le plus grand territoire du Nord Kivu. Une zone minière. Oui, une zone minière à 25 500 km², exactement la même superficie que le Rwanda, très convoitée, puisque la plus grande mine de l'Afrique d'étain, c'est à Walikale, à part l'or, le cassiterite, les coltans et les diamants. Mais Alpha BC Mining, vous avez vu, lorsque Alpha BC Mining vient seulement de fermer, avant-hier, les prix sur la bourse de l'étain est monté de 10%. Puisque seulement il y a une mine qui a suspendu la production. Notamment puisque Alpha BC Mining aujourd'hui produit quotidiennement 200 tonnes d'étain par jour. Les Wazalendo, on le retrouve dans les mines, exploitant les minéraux. C'est ça la différence de Walikale. Vous voyez par exemple Alpha BC Mining, vous ne verrez jamais les Wazalendo. Il y a la police des mines et la police qui est là. Alors que les Wazalendo sont tout autour, donc ils sont tellement disciplinés qu'ils ne veulent pas s'immiscer dans l'exploitation illégale des ressources naturelles. C'est un modèle, en fait, des Wazalendo comparativement à d'autres qu'on a vu impliqués dans mais comment ils sont rémunérés, les Wazalendo, à Walikale et les environs? Mais j'ai expliqué ici que la population paye ce qu'on appelle impôt. L'impôt, c'est les 10%. À supposer que vous avez récolté des arachides. Quand vous récoltez vos arachides, vous donnez 10% pour la sécurité. Et c'est eux qui perçoivent ça. C'est ça, en fait, l'impôt que vous deviez payer à la DGI, à la DGRAD et consorts. C'est eux qui perçoivent ça. C'est pas des exactions, tout ça? Non, non, et ils le font tellement bien que la population ne sent même pas le poids. Puisque ce sont des arrangements entre nous. Nous avons préféré ça au lieu de les laisser arracher ou prendre par force. Et je vous dis que, en tout cas, vous ne verrez personne de Walikale qui se plaindrait contre les comportements de Wazalendo. Même dans les rapports des Nations Unies, vous n'aurez jamais un Wazalendo de Walikale qui aurait violé ou peut-être ravi les biens. Ils sont exempts de tout reproche. C'est un exemple, c'est pourquoi moi j'avais pensé... Ils sont exempts de tout reproche. Non, c'est-à-dire que les hommes restent les hommes. Ils ne violent pas, ils ne volent pas. Ceux-là, les rares qui commettent des exactions sont sanctionnés même. Ils ont des cachots, ils ont des prisons, ils ont tout. Et c'est comme ça que même j'étais par leur hiérarchie. Je vous dis qu'ils sont organisés. Il y a l'état-major général, ils ont même la police de salubrité. Donc on trouve chez vous que vous n'avez pas aménagé, vous avez violé les écosystèmes, on vous arrête, on vous sanctionne, vous payez des amendes. Ça signifie quoi quand vous expliquez la situation telle qu'elle prévaut à Walikale et les environs, votre fief? Les FARDC n'ont pas le droit de citer dans ce coin? Non, en fait, comme j'expliquais ici, Walikale, c'est plus de 25 000 km². C'est aussi grand qu'un pays comme le Rwanda. Ah bon? Tellement que Walikale est grand. L'administration publique est quasi inexistante dans presque 3/4 du territoire. Et on a constaté depuis l'époque de Mobutu que les autorités politico-administratives, comme on a de sérieux problèmes d'infrastructure, préféraient rayonner autour du chef-lieu du territoire, oubliant presque 3/4 du territoire qui est dans l'arrière partie de Walikale. Alors du coup, ces espaces-là laissés, abandonnés par l'administration publique et dirigés par les Wazalendo. Et vous allez constater que là où les Wazalendo sont, contrairement à ce qu'on s'attendait, il y a
une discipline, il y a une organisation, il y a même, c'est même plus propre parfois que certains milliers organisés ou contrôlés par les FARDC et la police nationale. Et les Ouazalendo ont plus de troupes que les FARDC, que la police. Oui, mais c'est la réalité à Walikale. La preuve maintenant, la preuve. Tellement qu'à Walikale, ils avaient bien organisé. Combien sont-ils, tant qu'on y est? Bon, en tout cas, à l'époque de 1+4, j'étais... Non, actuellement, au moment où se déroulent les hostilités, ils sont face à l'ennemi. Dans les années 2000, j'étais responsable de l'entité Maïmaï, ici. D'ailleurs, la plupart d'officiers supérieurs, de généraux, sont passés par mes ordres de bataille. C'est moi qui faisais l'ordre de bataille à mon bureau ici au Rompé-Forestcom. C'est-à-dire vous en tant que qui, là? C'est vrai que vous êtes... J'étais représentant de l'entité, parce qu'il y avait des entités. Ah, vous êtes en tant que chef coutumier? Les Maïmaï ont participé à l'accord de Sun City, même dans les gouvernements. Quand je vous parle déjà comme on a eu beaucoup de gens, même Willy Bakonga, il était ministre des Sports dans les quotas des Maïmaï, de Boende. Donc c'est ça pour vous dire qu'on a eu même des mandataires publics. Et c'est moi qui dressais les listes, les différentes listes pour les quotas des Maïmaï. Alors nous sommes parvenus à nous organiser. Donc, et aujourd'hui, actuellement, les Ouazalendo répondent aux ordres de qui? Les Ouazalendo à Walikale, d'après les statistiques à ma possession, il y a 7 mois, ils étaient à 11 883. Ah bon? Donc près de 12 000. Tous des fils du coin. Rien qu'à Walikale. Non, il y a même qui viennent de partout. Qui viennent de partout. Mais les leaders sont des fils du coin. Ça, c'est seulement à Walikale. Hiérarchisés, ils sont bien organisés. La police, oui, général. Ils ont même un général d'armée qui est Guidon, général d'armée, 3 étoiles, et ils descendent aux soldats des rangs. Et c'est comme ça que j'ai... Bien formé. Très bien formé et très discipliné. Très discipliné. Qui forme les Ouazalendo? Mais ils ont des... Non, d'abord, il faut dire que... Ils ont subi quel genre de formation militaire? La plupart de leurs officiers sont des ex-FARDC, des ex-policiers qui ont eu même des commandos. Guidon, par exemple, je donne le cas de Guidon, c'est un ancien militaire brave. La plupart des commandants, ce sont des gens qui ont fait défection dans l'armée républicaine et qui ont rejoint les groupes armés et qui ont formé les autres et ainsi de suite. Alors, ce que je voulais expliquer, c'était quoi? C'est ça qui m'a inspiré à introduire 2 propositions de loi pour la réforme de la police et de l'armée, avec 2 innovations. La première innovation, c'était que les patriotes qui ont pris les armes pour défendre la République, qui ont des notions de droit international humanitaire, qui ont un certain niveau de respect même de valeurs humaines, pourraient intégrer les FARDC, contrairement à la loi actuelle. Et j'ai fait la même chose pour la police. Et j'ai ajouté une autre dimension qui n'existait pas, c'est que maintenant, le Parlement, donc le Sénat comme l'Assemblée nationale, pourrait étendre leur contrôle parlementaire à l'armée. Parce que jusqu'à aujourd'hui, nous ne contrôlons que l'administration de l'armée, donc le ministère de la Défense comme de l'Intérieur. Maintenant, avec les innovations que j'ai apportées, on pouvait contrôler l'armée, parce qu'on a trouvé que... Déjà sur la table du Parlement? Oui, déjà, c'est la table du Parlement. J'attendais que déjà ça traînait. Et imaginez-vous, il y a presque une année que j'ai introduit ces 2 propositions de loi. Si ces 2 propositions de loi étaient passées, aujourd'hui on ne parlait plus de Ouazalendo. Puisque lorsqu'on parlait de VDP ou des réserves, les réservistes, il est réserviste aujourd'hui. Après la guerre, il revient à son état initial. Et ça poserait un problème puisqu'on aura difficile à les désarmer. Mais si ma proposition de loi était votée aujourd'hui, tous ces Ouazalendo, c'est eux qui constitueraient l'armée actuelle. Vous vous rendez compte? Parce que les Ouazalendo ne se battent pas seulement pour le pays. Ils se battent aussi pour conserver, protéger la terre de leurs ancêtres. Donc ils sont plus engagés. Ils se disent que moi je suis ici à Gombe. Si je quitte Gombe, je vais aller où encore? Je préfère mourir ici.
Mais un militaire, il dit, moi je suis du Kasaï, je suis de Bandundu, je suis de Kisangani, je vais rentrer chez moi, je fuis. Mais lui, il va fuir pour aller. Donc l'esprit n'est pas le même qu'au C'est sein pour des ça que FARDC. l'engagement est différent. Ils se battent pour la République, d'accord, mais ils se battent plus particulièrement Attendez, pour conserver les propriétaires. ils sont préférés aux FARDC, vous voulez dire? Bien sûr, naturellement. Ah bon? Ils sont préférés aux FARDC. La preuve aujourd'hui. L'armée régulière. L'armée régulière, vous avez vu même à Goma. Vous avez vu même à Goma. Ceux qui ont tenu même après l'abandon de certains commandants de la ville, c'était les Ouazalendo. Évidemment, je ne dis pas que les FARDC, tous, ils sont mauvais. Mais il y a aussi des FARDC qui sont là. Et si aujourd'hui, on peut extirper... Parce que les Ils sont là, mais derrière les Ouazalendo? Oui, non. C'est-à-dire que si on peut prendre quelques Ouazalendo aujourd'hui, engagés, et on ajoute à certains FARDC, comme la garde républicaine aguerrie, on pouvait avoir une nouvelle armée. Parce que l'armée qu'on a aujourd'hui, c'est l'armée de Kabila, qui est une armée politisée, qui est une armée déjà ici de mixage et de brassage, qui est une armée politisée en soi. C'est comme ça que vous avez vu. Attendez, que depuis le changement, depuis- des régimes politiques, il n'y a pas eu recrutement et formation des... Justement, même les formations Les qui nouveaux étaient faites soldats ne répondaient pas aux normes. Puisque pour former un candidat à l'armée, c'est lui qui est prêt à sacrifier sa Alors vie. pourquoi vous dites que c'est encore l'armée de Kabila Non, depuis c'est-à-dire 6 ans, que- oui, 7 ans. oui, non, justement, moi j'ai dit que la plupart des commandants actuels, c'est Kabila. Kabila a fait presque 18 ans au pouvoir. Oui, mais Donc, il a laissé ce quand sont même... des militaires de la République Oui, démocratique des du Congo. démocratiques, mais la majorité, c'était des politisés. Ah bon? Vous avez vu aujourd'hui, le plus grand commerçant aujourd'hui, presque aujourd'hui, sont des officiers. Vous voyez un adjudant chef qui est comptable d'État, adjudant comptable d'État. Vous ne mâchez pas vos mots là. Mais je l'ai dit, je vois, les comptables sont des patrons. Adjudant seulement, adjudant qui n'est même pas sous-officier, adjudant, chef, il a deux immeubles qui valent parfois 3 à 4 millions de dollars. Et personne Mais qu'est-ce qu'on ne fait lui Qu'est-ce qu'on demande fait de ces où est-ce qu'il a gens-là eu cet argent-là. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Mais c'est comme ça, moi j'ai dit, il faut qu'il y ait la culture quand même des sanctions. Comment vous n'avez pas un salaire même de 200, 300 dollars, mais vous avez une fortune aujourd'hui de 2-3 millions de dollars. Ça pose un problème. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut qu'il y ait un contrôle. Et ne peut contrôler que nous, puisque nous avons la mission constitutionnelle de contrôle parlementaire. Vous, mais nous, en tant que législateurs, les élus nous avons 3 missions. Le contrôle parlementaire, nous sommes l'autorité budgétaire, et puis nous sommes des législateurs. Donc, c'est pourquoi dans les innovations que j'ai apportées dans la réforme de la loi sur la police... C'est pas que de la rhétorique, ça, hein? Pardon? C'est pas que de la rhétorique. Donc, moi je vous parle des faits. J'ai ces propositions de loi là qui sont sur la table du président Kamere, qu'on pose la question au bureau dirigé par notre président, collègue Vital Kamere, pourquoi les deux propositions de l'honorable Willy Michiki n'ont jamais été, et puisque quand vous déposez, on les amène au bureau d'études, et le bureau d'études, on les amène en commission à la plénière. Il faut demander au bureau de l'Assemblée nationale pourquoi ces deux propositions importantes, dans ces contextes particuliers où nous sommes agressés, on n'a jamais examiné ces propositions de loi, puisque si c'était fait il y a une année, aujourd'hui, on aurait une des meilleures armées au monde. Alors, est-ce que ça vous apaise à entendre le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, marteler en demandant les renforcements des capacités de l'armée congolaise, des FARDC? Est-ce que ça répond à l'esprit de vos projets de loi? Non, pas du tout, pas du tout. Là, Ah vraiment, les collègues Kamere, l'armée ici, ce n'est pas... Il parle de renforcement des capacités des, oui, mais des militaires les renforcements congolais. des capacités commencent d'abord par le commandement de l'armée. Il n'est pas sur la même longueur d'onde que vous, avec vos projets. Pas du tout, pas du tout. Puisque ma proposition à moi était de faire sauter les verrous actuels. Les verrous actuels dit quoi? Dit qu'on ne peut entrer dans l'armée que si on est recruté passer par les recrutements. Mais comme le pays est en guerre, j'ai voulu obtenir une exception.
que ceux-là qui savent manipuler les armes, qui ont fait preuve de leur patriotisme, ceux-là qui ont des notions de droit humanitaire international, pouvaient aujourd'hui être recrutés dans l'armée, incorporés dans l'armée et la police. Nous avons un problème, c'est des effectifs. Et nous avons aussi un problème dans l'armée. Depuis l'époque de Mobutu, on a grossi les effectifs, de façon que, quand vous voyez aujourd'hui, si je vous donne l'enveloppe salariale de l'armée, vous allez tomber évanoui. En tout cas, nous sommes 10 fois, 20 fois plus que les Rwandais, par exemple, et les Burundi réunis. Mais cet argent-là n'arrive pas à la destination. Il passe où, d'après vous? Dans les poches des gens. C'est bon. un secret de polichinelle. J'ai un collègue, honorable Bindoulé, qui était dans la commission défense et sécurité. Ils ont fait une enquête seulement ici, pour l'argent qu'on envoyait, les fonds qu'on envoyait à l'état de siège au Nord Kivu. Sur les 100% du montant prévu, 60% restaient ici, à Kinshasa. On a prouvé ça. Et 40% qui partaient à Kinshasa, et ces gens-là ne sont pas identifiés. Ils ont été identifiés, mais il n'y a pas eu de sanctions, malheureusement. C'est un collègue député, il est encore là, il a été reconduit pour ce mandat. Qui devrait sanctionner? Qui devrait prendre justement, sanctions? Maintenant, il faut qu'il y a quand même les conseils supérieurs de la défense qui peut prendre ces genres d'initiatives. Il y a les cours et tribunaux militaires. Lorsque vous avez un rapport parlementaire, ça c'était un rapport parlementaire. Et on a arrêté, personne n'a été ni arrêté ni interpellé. C'est pourquoi nous disons que cette culture-là, d'absence de sanctions, il faut que nous ayons la culture des sanctions positives, sanctions négatives. C'est incitatif. Mais lorsqu'on ne punit pas, lorsqu'on ne motive même pas, c'est là qui travaille bien, ça pose un problème. Alors on va évoluer dans le débat. Monsieur Willy Prince Michiki, vous vantez tellement les Wazalendo dans votre contrée des Walikale et les environs. Avec cela, votre contrée ne passera pas aux mains de l'ennemi. Les Wazalendo, quand tu se battais toujours, il n'y a pas eu une invention comme telle. Mais s'ils n'ont pas la logistique, ils ne pourront rien faire. Puisque les militaires, c'est quoi? Les militaires, c'est d'abord l'esprit de sacrifice. Un militaire, vous savez, je me rappelle quand j'étais jeune, je fréquentais souvent les camps Setake, juste en face de l'aéroport. J'avais un oncle qui était là, j'ai joué avec son chapeau, le béret rouge, et je voyais sur le béret rouge, on écrivait à Lingala, Tokowa pour l'école. J'ai demandé c'est quoi? Il m'a dit non, ça va dire que nous sommes prêts à mourir pour le pays. Donc un militaire ne peut pas fuir le front. C'est comme ça même que le code militaire a prévu parmi les infractions, la fuite devant l'ennemi, c'est une infraction. Une infraction qui vaut jusqu'à 10 ans de prison. Donc c'est pour dire mais là, vous répondez directement et complètement à ma question. C'est pour dire que les Wazalendo, Walikale et les environs ne va pas tomber. Si les Wazalendo sont pris en charge de l'ennemi, si les Wazalendo ont les moyens. Ah, vous parlez encore au conditionnel. Bien sûr, il faut se battre. Il faut des munitions. Vous avez vu vous-même, il n'y a pas d'usine d'armement. Ils n'ont pas les moyens pour acheter. Les moyens qu'ils ont, c'est pour faire la sécurité. Mais lorsqu'il y a une invasion extérieure, il faut qu'il y ait des moyens, notamment une logistique pour faire face. S'ils ont cette logistique-là, ils ont des munitions et des armes, ils tiendront bon, puisque ce sont des militaires aguerris et des patriotes qui sont prêts à verser leur sang pour la République. Alors, face à toutes ces menaces qui guettent le pays pendant que la guerre sévit à l'est de notre pays, l'Assemblée nationale vient d'ouvrir sa session de mois de mars, le Parlement. Vous, en tant que représentation nationale, vous en entendez quoi? Bon, d'abord, nous avons toujours joué notre part des choses. Vous avez suivi plusieurs fois, nous sommes particulièrement moi-même, je me suis opposé farouchement aux prorogations de l'état de siège, parce que je disais depuis longtemps que ces prorogations étaient infertiles et n'avançaient à rien. Au contraire, on faisait les lits de l'ennemi.
Et aujourd'hui, on nous a donné raison. J'ai crié partout depuis plus de 2 ans. La ville de Goma était encerclée par les rebelles, à tel point que la seule voie pour quitter Goma, sortir, c'était la voie de Gisenyi, la voie routière. Donc aujourd'hui, nous, au niveau du Parlement, nous allons... Mais de fait, cet état de siège, avoir les réalités sur le terrain, ne produit plus d'effet. Bon, en principe, aujourd'hui, toutes ces parties sont occupées par l'état de siège, l'ennemi. pratiquement, il ne reste que Béni et une partie de Walikale, donc ça n'a plus même de raison d'être aujourd'hui. Et Ituri, peut-être pour l'Ituri, c'est encore valable, même l'Ituri, il y a les Ougandais qui nous envahissent là-bas. Moi, je crois que l'état de siège aujourd'hui est improductif. Il faut voir une autre formule, car cela n'est tienne. Ce que je voulais dire particulièrement, j'ai dit que nous, en tant que Parlement, nous avons la mission de contrôle. Nous avons initié une série d'auditions au niveau de la Commission Défense et Sécurité, et ce que nous avons compris, c'est extraordinaire. Nous sommes déterminés d'abord à identifier les militaires des FARDC. Combien sont-ils? Puisque les chiffres qu'on nous a donnés par les ministres sectoriels laissent à désirer. Nous doutons. Moi, j'ai même ma main à couper que les chiffres aujourd'hui qu'on nous a donnés sont vrais. Et c'est là où commence d'abord la mafia. 2, nous devons savoir même aujourd'hui, au niveau des Ouazalènes, parce qu'il faut les payer. Si les Ouazalènes travaillent comme les militaires, comme les policiers, ils jour et nuit, ils sont au front, ils meurent comme tout le monde. Mais ils ne vont pas continuer comme ça à travailler bénévolement, sinon ils risquent de se retourner contre la République. Donc il faudrait aussi les identifier, les organiser et commencer aussi à les payer mensuellement pour qu'ils soient intégrés petit à petit dans l'armée. Et c'est comme ça Le président de la République lui-même a parlé des... $500 qui est prévu. Oui. D'ailleurs, nous allons tout à l'heure ici, bientôt, à l'Assemblée nationale, et rectifier la loi des finances. Puisqu'on doit intégrer maintenant les salaires de $500. Mais les $500 sont divisés pour le petit... Par soldat, par militaire. Non, par militaire de rang, qui est au front. Oui. Qui est au front. Donc il y a 325... Non, donc il y a $325 qu'on lui donne d'abord comme prime, et il y a $175 qu'on lui donne comme salaire. Donc ça fait au total, c'est $500. Et vous, les parlementaires, vous y veillez Mais c'est comme ça la session en cours. Oui, nous avons déjà décidé d'abord d'identifier tous les militaires qui sont au front. Combien sont-ils? Mais d'où va venir cet argent-là? Les budgets, la loi financière est déjà adoptée. C'est nous, justement, c'est comme ça que je parle ici. Nous avons déjà introduit, nous avons demandé au gouvernement d'introduire les projets rectificatifs de la loi des finances de 2025. Il y a déjà tout est déjà fait. On a eu une réunion à l'ECOFIN, il n'y a pas juste à la veille de la rentrée parlementaire. Et au moment où nous parlons, je crois que cette semaine, les ministres des Finances et du Budget viendront déposer les projets rectificatifs de la loi des finances pour introduire justement cette masse salariale-là, cette tension, puisque les militaires doivent se sentir. Et ça, c'est à part les avantages qu'on donne toujours, les soins médicaux, la prise en charge de leur famille, des logements. Donc on veut vraiment améliorer les conditions des militaires de façon que celui qui... Quels sont les mécanismes qui vont vous permettre, vous les parlementaires, de vous assurer que cet argent-là, désormais, va tomber dans les mains de chaque militaire? Bon, d'abord, avant, on faisait confiance. Vous parlez de la mafia. Oui, justement, moi j'ai dit, je le répète, qu'il y a eu la mafia. Et ça c'est depuis le régime de Mobutu. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Malheureusement, on n'a pas mis fin à ça. Les problèmes d'effectifs exagérés des militaires. Alors, les problèmes des soldes des militaires. L'argent sort. Il y a même des militaires qui sont déjà morts. Aujourd'hui, déjà, nous venons de réussir une grande avancée. C'est que désormais, maintenant, les militaires comme les policiers sont maintenant inscrits au SENSAP. Donc, ils auront eux aussi une mutuelle de santé. Ils auront des retraites. On va les payer, parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les anciens militaires qui sont morts continuent à être payés. Vous vous rendez compte? Donc, avec vous, à vous entendre parler, monsieur Willy Prince Michiki, l'argent, il y en a pour payer
suffisamment les militaires correctement. Il y en a, mais c'est mal géré. Et les motiver. Il y a beaucoup d'argent qui sont dans les poches des individus qui d'être auprès des bénéficiaires. Et ça, c'est notre mission. Ça, je dois dire que si ça ne marche pas de ce côté-là... Aujourd'hui, vous allez le faire, et vous ne l'avez pas fait hier, vous les députés nationaux. Non, c'est comme ça que, vous savez, avec le temps, ça fait une nouvelle législature. C'est nous qui réveillons, maintenant nous commençons à faire les contrôles. C'est un contrôle qui n'existait pas, puisque la plupart de nos prédécesseurs peut-être étaient en complicité ou ne savaient pas faire le travail. Ou parfois ils étaient menacés, traités de racketteurs, de ceci. Alors la nouvelle législature, vous êtes là depuis déjà combien de mois, ça fait une année maintenant. Mais alors, depuis une année. Mais justement, c'est comme ça que j'ai dit que nous commençons, on a encore 4 ans, mais mieux vaut tard que jamais, puisque ça ne se faisait pas. Non, vous avez 3 Même ans. les contrôles. 3 ans. Il vous reste. Bon, officiellement c'est jusqu'à il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous allez mieux faire que vous ne l'avez pas fait. Oui. Depuis non, le problème c'est la volonté. Ouais. C'est la volonté. Ah, mais là vous avez la volonté. Non, puisque le problème, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle législature. Chaque législature a son organisation. Et ce sont les hommes qui changent les choses. Cette initiative qu'on a commencé, on sent que les députés, comme le sénateur, sont vraiment engagés par rapport à la législature passée. Alors, ça, c'est les fonds militaires. Et maintenant, les fonds du dialogue. Hein? Quel est votre regard? Il y a un volet interne avec le processus de Kinshasa, comme on l'appelle déjà, au travers les consultations des évêques de la Cinco, les catholiques, et les pasteurs de l'ECC, Église du Christ au Congo. Ça, c'est les volets internes. Mais là, les volets externes avec, aux dernières nouvelles maintenant, les dialogues directs qui doivent s'engager entre le gouvernement de la République et les M23 sous l'égide du gouvernement angolais, du président Lorenzo à Luanda. Bon, d'abord, il faut comprendre une chose que... Vous dites quoi? Vous en pensez quoi? Les dialogues doivent rester permanents. Toutes les guerres, même le plus fratricide possible, on finit toujours par la paix, par les dialogues. Donc, c'est pourquoi le chef de l'État, qui est le garant de la nation, a toujours dit qu'il était prêt à dialoguer, mais pas pour hypothéquer les intérêts vitaux de la nation. Vous savez, le président Félix, il a vécu. Son père, c'était un amoureux de ce pays. Son papa, c'était un martyr vivant. Il a vu comment toutes ces négociations qu'on faisait à l'époque, mais qui n'engendraient rien. C'est pourquoi aujourd'hui, on a 2 processus pour le dialogue à l'extérieur du pays. On a Luanda, où nous sommes, nous et les Rwandais. On a Nairobi, où nous sommes, nous, les gouvernements et les groupes armés, y compris les M23, avec 3 facilitateurs au Basanjo. Cette façon de faire maintenant signifie que les tenants du pouvoir, commencé par les chefs de l'État, ont mis de l'eau dans leur vin. Non, c'est-à-dire que les choses n'ont pas changé. Pour discuter, négocier directement avec les M23 ou combiner peut-être avec... Il n'y a pas de négociation directe, c'est plus. Alliance Fleuve Congo, les Nandia. Mais rien n'a changé. Ce qui a changé seulement... Il n'y a pas une nouvelle donne là? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas une nouvelle donne. Il n'y a pas une nouvelle donne. Pourquoi il n'y a pas une nouvelle donne? La nouvelle donne peut-être serait que, au lieu, d'abord, les 2 processus... Mais quand on parle des négociations, des discussions de négociations directes... Je vais expliquer les directs là. Oui. Qu'est-ce que ça t'attend? Je vous en prie. Négociations directes, puisque aujourd'hui, les 2 processus de Luanda et de Nairobi ont été fusionnés. Comme sont fusionnés, le président Lorenzo, qui est devenu président en exercice de l'Union africaine, il a préféré, lui, comme il a préséance sur les autres facilitateurs, fusionner les 2 processus et les faire chez lui à Luanda. Qu'est-ce qu'il s'agit maintenant aujourd'hui? Quand les M23 AFC parlaient de direct, c'était et de l'autre côté,
c'est le chef de l'État, sans intermédiaire. C'est ça qu'il voulait, c'est ça le direct. Mais nous avons dit toujours que c'était impossible. Il fallait un facilitateur. Non, le direct dont on parlait, qui est connu de l'opinion, c'est avec directement les Rwandais et pas les supplétifs des... Non, mais c'est ce que j'explique ici. M23. C'est que les gens interprètent mal. Et alliés. Le processus de Nairobi, c'est direct. C'est nous, le gouvernement, et les groupes armés, y compris Alliance Fleuve Congo et M23, avec facilitateur. C'est la même chose actuellement. Actuellement, nous allons discuter avec les M23 directement, mais avec un facilitateur. Ça ne change rien. Et la donne, maintenant, la nouvelle donne, c'est que les facilitateurs, maintenant, c'est le président Lourenço. Les autres facilitateurs, c'était qui n'est pas tout nouveau. Obasanjo, Marie. Qui n'est pas tout nouveau. Non, mais il change maintenant de rôle. Son ancien rôle était de faciliter le dialogue entre les gouvernements de la RDC et le gouvernement rwandais. Les deux chefs d'État devaient se rencontrer le 15 décembre passé. Des deux côtés. Il a été accepté des deux côtés. Il a été accepté, la preuve même que les M23, à travers Bissimois, Bertrand, auraient accepté de se présenter le 18, répondre à l'invitation du président Lourenço. Les Rwandais qui le parrainent auraient donné son accord, puisqu'il faut dire la vérité qu'il ne pourrait rien entreprendre sans les Rwandais, ce qui est tout à fait normal. Mais les directs ici, il n'y a pas de dialogue direct, puisqu'il y a toujours un facilitateur. La nouvelle donne justement fait que les facilitateurs, ce n'est plus les directs, c'est un mot qui divise. Les directs, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un mot qui divise. Moi et vous, c'est direct, non? Ça, c'est direct. Mais lorsqu'il y a un facilitateur, ce n'est plus direct. C'est ça. Et c'est ça qu'il aime. Donc, on n'a pas changé. Okay. Nous restons fidèles à nos engagements. Les chefs de l'État restent fidèles. Il n'y a pas de dialogue direct. Il y a toujours le dialogue avec un facilitateur. Ah bon? Les dialogues directs exclueraient... Vous êtes en phase, monsieur, quand vous parlez comme ça, vous êtes en phase, monsieur Michiki, avec l'esprit du dialogue tel qu'annoncé par le président angolais. Mais c'est ça, il a dit direct. Qui est rendu officiel. Bien sûr, mais c'est lui le facilitateur. Quand il y a un facilitateur entre deux parties, c'est direct ou c'est indirect? Non, je vous demande maintenant. Non, répondez à votre question. Moi, je réponds que ce n'est pas direct, parce qu'il y a quelqu'un auprès de qui toutes les parties se réfèrent. Le direct, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de facilitateur. C'est comme ça que nous, dans mon entendement, les bons français, c'est ça. Direct et indirect. Indirect, il y a quelqu'un au milieu. Et la personne au milieu s'appelle Lourenço. Voilà. Et M. Michiki ne joue pas sur les mots en parlant comme ça. Mais je vous dis, ce que nous allons dire, on ne va pas le dire en M23. On le dit à Lourenço. Lourenço transmet de l'autre côté. Ah bon? Et après... Il n'y aura pas des gens autour d'une même table? Bien sûr, autour d'une même table, bien sûr. Oui. Mais il y a quelqu'un qui facilite le dialogue. À Nairobi, c'était au départ le président Uhuru Kenyatta, qui a été adjoint par deux autres anciens chefs d'État et de gouvernement, Haïlé Mariam, l'Éthiopien, et Obasanjo. Donc, rien ne change. Seulement, la nuance maintenant, c'est qu'on a laissé tomber Nairobi pour tout focaliser sur Luanda. Et comme le président Lourenço jouit de la confiance de deux parties, nous espérons que quelque chose de bon. Mais cela n'exclut pas le dialogue interne. Et je rappelle ici, puisqu'il y a ceux qui ne le savent pas, le dialogue interne a déjà commencé ici. Il y a des consultations qui se font jour et nuit au Conseil national de sécurité avec le professeur Eberand. Rien à voir avec les consultations. Ça c'est le dialogue, puisque dans la résolution... Les évêques et pasteurs de la... Les évêques et les pasteurs, c'est une initiative privée qui va quelque part peut-être rencontrer les autres initiatives. Mais ça ne concerne pas l'État congolais. Qui sera sans effet. Mais non, ça peut avoir un effet, puisque quand les gens viennent à Luanda, quand les gens viennent auprès du conseil spécial des chefs de l'État chargé des questions sécuritaires, ils ont déjà préparé par les évêques et les pasteurs. Donc ce sont des initiatives qui se complètent.
Et à l'issue des consultations qui sont faites aujourd'hui au CNF, le chef de l'État aura les rapports synthèse. Il n'y a pas empiètement entre les... Il n'y a pas empiètement puisque ce sont des initiatives parallèles, mais qui vont se rencontrer quelque part. Quelque part, à quel niveau? Au niveau du chef de l'État, puisque quand la CENCO et les SCC vont amener leurs rapports, ils vont les déposer à qui? Au chef de l'État. Quand le conseil spécial Eberand va déposer son rapport, aujourd'hui, il constitue tous les opposants défilent là-bas. La société civile partout, même la majorité. Alors, quand ils vont déposer les rapports, ils les déposent aussi au chef de l'État. Sauf l'opposition dans son ensemble, l'opposition politique. Mon cher, la nuit, ils sont là. Allez au CNF, vous allez voir les choses. Ils viennent là-bas, il y a même des gens. Vous les voyez, l'opinion, les voit. Non, mais seulement on ne médiatise pas pour mettre les gens à l'aise. Vous savez, ce qui nous tue aussi, c'est la médiatisation. On veut tout médiatiser ici. Vous avez inventé un petit truc, vous faites trop de bruit et l'ennemi apprend déjà ce que vous avez. Il faut qu'on ait aussi la culture parfois de garder des secrets. Des tabous. Pas des tabous, on ne doit pas tout divulguer. On fait un petit truc et vous annoncez partout. Et quand l'adversaire est au courant, il cherche quelque chose qui peut contraindre ça ou qui peut aller au-delà. Vous parlez encore en termes d'adversaire alors que c'est une affaire congolo-congolaise. Non. Moi, je ne parle pas... C'est pas une affaire congolo-congolaise? Non. Je ne parle pas seulement de dialogue. Moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, nous avons une mauvaise manie au Congo. Les Congolais veulent toujours faire des matuvies. Tout faire. Non. On doit avoir aussi le secret d'État. On a des choses quand même à nous qu'on ne doit pas mettre à la place publique. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui la capacité militaire de l'Afrique du Sud? Vous ne verrez jamais l'Afrique du Sud vous dire que nous avons des sous-marins comme ça. Non, on ne dit pas. Parce que quand l'adversaire connaît votre capacité militaire, il cherchera à vous détruire facilement. Il faut connaître, c'était juste pour dire, ça n'a rien avec l'opposition, la majorité et tout ça, mais connaît aussi la culture de garder certains... C'est un exemple adapté aux circonstances des dialogues congolo-congolaises? Non, le dialogue doit rester toujours permanent. Et même quand on fait le dialogue, d'abord, nous devons d'abord nous dépasser. C'est comme ça, moi, j'ai dit que tout celui qui a accepté d'aller au dialogue de Luanda, par exemple, devrait déposer les armes. Si ce n'est pas respecté, il y aura des sanctions. Puisque Lorenzo est soutenu par la communauté internationale. Qui va sanctionner qui? D'abord, aujourd'hui, vous savez, lorsqu'il y a une résolution, on vous donne d'abord le temps de vous déployer. Vous savez qu'il y a une force hybride qui doit être déployée au sud et au nord Kivu pour faire imposer... Mais la SADC vient de retirer toutes ses troupes. Mais entre nous, sincèrement, parlons quand même de ça. Je vous en prie. Est-ce que vous avez déjà entendu une opération militaire organisée par Sami DRC pendant tout ce temps qu'ils sont là? Ils sont venus croiser les bras. Quand la SADC a décidé de déployer les troupes en RDC, d'abord, les pays contributeurs des troupes, dont le Malawi, avaient la mission de faire la logistique. Les Sud-Africains avaient la mission de contrôle l'appui aérien. Ils n'ont jamais déployé, même pas un hélicoptère, même pas un avion. Et le président les Tanzaniens a dit que les troupes sud-africaines ne sont pas venues au Congo pour faire la guerre. Ouais. Hein? Mais je vous parle de la mission. Oui, j'étais pas là. Allez sur Google, tapez la mission DRC, vous ouvrez les documents. Ils sont venus en tant qu'observateurs. Voilà, les Tanzaniens, observateurs de quoi? Observez quoi? Parce que les Tanzaniens étaient déployés ici comme une force, c'était une force combattante pour faire l'infanterie. Ils n'ont jamais attaqué, même pas une mouche. Au contraire, c'est eux qui étaient attaqués. Donc, Sami DRC, pour moi, c'était un échec. Et ils ne devaient pas se contenter à Goma. Plusieurs fois, on leur a demandé, allez à Walikale. Avant même, là encore, là, toutes les voies étaient ouvertes. Donc, leur départ n'a aucune conséquence. On a vu des femmes sud-africaines enceintes. Aucune conséquence. Oui, aucune conséquence, puisqu'ils ne faisaient rien. Ce n'était même pas une force dissuasive. Au contraire, ce sont des forces même qu'on a attaquées. Le M23 a démontré que sa capacité militaire était au-delà de Sami DRC. 3 pays réunis ensemble. Alors, M. Michiki, la solution pour ramener la paix, mettre fin à la guerre de l'Est, elle n'est pas militaire. Moi, je suis partisan du dialogue. Mais un dialogue sincère. Un dialogue qui va nous ramener une paix durable. Mais je vous dis aussi qu'un pays comme le nôtre,
avec toutes les ressources que nous avons, nous devons avoir une armée dissuasive, capable de sécuriser nos ressources. L'armée actuelle, je l'aime bien, je suis patriote, mais elle n'est pas une armée adéquate pour sécuriser tout ce qu'on a comme ressources. On fait quoi? On efface tout, on recommence. Nous devons aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de faire la paix, même avec ceux qui viendront demain, nous devons avoir une armée républicaine, une armée dissuasive. Et faire une armée, alors on fait ce n'est comment? pas du jour au lendemain. On efface tout, on recommence? Il faut être sincère. Il faut une nouvelle politique de défense nationale. Moi, je vais vous donner d'abord. Il faut une nouvelle politique de défense nationale. On a des politiques, mais le problème, c'est d'abord les hommes, l'engagement. Les hommes doivent être sincères. Les hommes et femmes amenés. Le chef de l'État a prouvé sa bonne foi, mais il a besoin d'être accompagné par des nationalistes, des visionnaires. Ce qui lui manque. Comment vous définissez les nationalistes congolais? Nationaliste, c'est quelqu'un qui peut d'abord. Nationaliste, c'est quelqu'un qui peut se sacrifier pour sa nation, qui peut s'effacer pour sa nation. Il y en a au sein de la classe politique congolaise? Très rare, je peux les compter sur les bouts de la main comme ça. Vous, au moins, les bouts des doigts. C'est ça la vérité. Faites exception. C'est ça. Non, moi je ne vais pas parler de moi parce que je suis mal placé. Je préfère que les gens qui ont travaillé avec moi, qui ont vu mon parcours politique, puissent parler de moi. Je suis un homme modeste et humble. Je vous mets la pression, on va vers la fin de l'émission. Hein. Monsieur Michiki, quels devraient être les termes de référence de ces dialogues à Luanda? Bon, le dialogue à Luanda, d'abord, il faut d'abord être sincère. Il faut d'abord connaître les causes profondes. Il y a d'abord chaque parti viendra avec ses revendications. Naturellement. Mais alors, les termes de référence. Il y a les Rwandais. Les Rwandais prétendent qu'il est insécurisé à partir de chez nous. Nous devons, c'est comment sécuriser la frontière avec les Rwandais. 2. Les problèmes de coexistence pacifique et cohabitation interethnique, particulièrement entre la communauté Tutsi, Banyamulenge, et les autres communautés. Il y a les problèmes aujourd'hui de gestion des pouvoirs que AFC est venu avec, partage des pouvoirs. La question de post-électoral, la crise post-électorale. Il y a des gens qui estiment que non, ils n'ont pas répondu. Ce sont des questions qu'on doit mettre, qu'on doit discuter sur la table sans tabou. À Luanda. Alors, il y a le problème aujourd'hui d'intégration du groupe combattant, je peux dire troupes combattantes, des milices. Comme les Wazalendo. Non seulement Wazalendo, mais surtout des M23 qui estiment que ces troupes doivent être intégrées dans l'armée et la police, alors que la loi actuelle l'interdit. Est-ce qu'allons-nous violer la loi ou pas au nom de la paix? C'est question marque. Il y a les problèmes des retours des réfugiés. Il y a des Congolais Tutsis, quelques rares aussi autour, donc des Congolais rwandophones qui se retrouvent aujourd'hui au Rwanda, qui doivent retourner ici. Donc toutes ces questions-là doivent... Moi, je ne vois pas vraiment les questions tabou. Ça fait beaucoup. Moi, je dis, je ne vois pas les questions tabou. Mais lorsqu'on amène aujourd'hui des questions telles que la question de légitimité, ça pose un problème, puisque le chef de l'État actuel a été élu, les élections ont été organisées, c'est vrai, même aux États-Unis, on a connu des contentieux, mais là, c'est une question sur laquelle on ne peut pas... Mais le chef de l'État a déjà dit lui-même qu'il était ouvert à mettre en place un gouvernement d'unité nationale qui inclurait même éventuellement des amis de M23 et Alliance Fleuve. Alors, il a commencé déjà à libérer certains détenus politiques, même s'ils ont été arrêtés pour des infractions et droits communs. Ce sont des signaux forts que le gouvernement a dans la direction de la décrispation politique. Bon, il semble que ça ne suffit pas, parce qu'il y aurait encore des militaires oui, on a, mais on y va mollo. Mais le chef de l'État au moins a posé des actes sans engagement, sans contrainte. Donc c'est pourquoi nous disons que la bonne volonté du gouvernement est là, et le chef de l'État n'a jamais refusé de dialoguer. Rappelez-vous que c'est le président Kagame qui avait refusé de venir. Et s'il était venu le 15 décembre, je vous dis aujourd'hui, on ne parlerait plus de ce qu'on dit ici. La paix serait là. Les dialogues directs de Luanda a toutes ses chances d'aboutir, vous pensez, vous?
Quand vous énumérez toutes ces revendications, tous ces éléments à mettre sur la table? Non, moi je crois sincèrement, il faut d'abord... Et ça pourrait prendre combien de temps? L'indépendance. Ça va prendre combien de temps? On n'a pas besoin, les Congolais sont en train de mourir aujourd'hui. On joue la montre là. Moi je pensais, qu'un tel dialogue ne ferait pas plus de mois. Sincèrement. Bon, quand je dis un mois, c'est puisqu'il y a des gens qui viendraient peut-être des milliers reculés. On connaît les problèmes d'infrastructure chez nous. Il faut aussi des moyens peut-être qui ne sont pas encore là. D'ailleurs, je me demande aujourd'hui qui va financer ça. Est-ce que l'Angola a des ressources suffisantes pour prendre en charge? Je ne sais pas, puisque c'est un dialogue qui n'était pas inscrit dans le processus des Nations Unies ou des organisations sous-régionales. Puisque dans la sous-région, c'était Nairobi et Luanda. Luanda, nous et Rwanda, qu'on a fusionné. Et quand on a fusionné, on n'a pas dit, on fusionne ça pour le mettre à Luanda ou à Nairobi. Et là, je salue l'ingéniosité même du président Lourenço, qui a anticipé en disant, la fusion s'est faite, mais elle s'est faite à Luanda. Et nous, ça nous arrange. Luanda n'est pas loin de chez nous. Et puis, nous avons confiance à nos frères angolais. Monsieur Michiki, le gouvernement d'union nationale annoncé, ok, doit exister avant la fin du dialogue ou après la fin du dialogue? Moi, je crois sincèrement, je ne suis pas assoiffé de pouvoir, je fais partie de la majorité. Je pense que pour ces gouvernements-là, qui devraient être inclusifs, devraient intervenir à la fin du dialogue pour donner la chance aux Congolais et Congolais, d'où qu'ils viennent, y compris faire partie. La branche de l'opposition qui se trouve à l'étranger? l'étranger? Bien sûr, puisque lorsque tout le monde est d'accord, on fait tabula rasa, on passe l'éponge. Vous savez, en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que d'intérêt. Lorsque les uns et les autres... La politique, c'est l'impossible, vous voulez dire? Non, en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que les intérêts. Lorsque les intérêts des uns et des autres seront rencontrés, autour, sans violer l'intérêt supérieur des Congolais, moi, je crois qu'on peut se mettre... Moi, j'aimerais bien voir ceux qui ont pris les armes contre leur pays aujourd'hui se retrouver à Kinshasa et être au gouvernement avec nous. Ça, c'est mon vœu le plus ardent. Et de ne plus dépendre... Ceux qui sont à l'étranger aussi? Ceux qui sont, bien sûr, on n'exclut personne. Puisque je vous dis qu'il y a... un dialogue, un gouvernement d'union nationale inclusif. Inclusif, pourquoi? Moi, j'ai dit, puisque le processus de Luanda ne va pas inscrire l'opposition non armée. Qui aurait quoi comme objectif? L'objectif aujourd'hui, c'est de ce créer gouvernement d'union nationale. Créer les conditions de paix et développer le pays. Puisqu'on ne peut pas développer le pays lorsqu'il y a des bruits de bottes. Tout le monde est unanime aujourd'hui. Et à la fin, lorsque les gens se seront mis d'accord, en 2028, on aura des élections plus apaisées puisque tout le monde aura participé dans ce gouvernement de transition jusqu'à la fin du président actuel. Alors, du mandat du président actuel. Votre regard sur la restructuration de l'Union sacrée pour la nation et la composition de du présidium, puisque vous êtes membre de la majorité. Tout à fait, mais je suis aussi cofondateur de l'Union sacrée. L'acte fondateur de l'Union sacrée, vous verrez, je crois, numéro 24, c'est mon parti politique. Vous êtes oublié sur la composition des présidiums. En fait, moi, ce n'est pas ça. Les combats, ce n'est pas que Michel qui soit là, non, on est nombreux. Mon combat, moi, c'est que la vision du chef de l'État n'a pas été matérialisée, n'a pas été traduite en action. Le chef de l'État voudrait, conformément même à la charte, élargir non seulement le présidium, mais d'abord le membre qui ferait partie. On dit qu'il est éléphantesque. Éléphantesque, justement. Non seulement c'est éléphantesque, mais c'est aussi improductif. Lorsque 6 ou 8 membres ne pouvaient pas fonctionner. Nous avons cru que les 40 membres constitueraient plutôt les bureaux politiques. Et au-dessus des bureaux politiques, on devrait avoir une structure qu'on appelle coordination, où il y a les représentants, les chefs de corps. La proposition de M. Michiki. Michiki, oui. Il y a une coordination composée de 3 chefs de corps, donc président de l'Assemblée nationale, du Sénat et la Première ministre, et un délégué du parti majoritaire, et un autre délégué de la haute autorité politique qui est le chef de l'État. Alors, en bas du bureau politique, nous avons maintenant la conférence des présidents et de regroupements politiques et partis politiques.
puisque le secrétariat permanent où M. Mbata est aujourd'hui n'est même pas une structure de l'Union sacrée. Conformément à l'article 44, c'est un rapporteur. Mais un rapporteur qui s'est donné, qui s'est attribué beaucoup de pouvoir, jusqu'à aller se faire, lui, numéro 001. Il met chef de l'État 001, et lui, il devient 001. Il a même fait un coup d'État à son chef, qui est le président Kabouya, puisque lui, il n'est que simple membre de l'IDPS. Il a même surpassé les chefs de corps que nous avons. Donc, nous pensons que si on veut réussir, et puis, lorsqu'on a fait ce présidium-là, qu'est-ce qui est devenu comme de président? Puisque le présidium, dans la charte actuellement, la charte actuelle, qui n'a pas encore été modifiée, est composée, de membres d'institutions politiques appartenant à la majorité, 2, des personnalités désignées par les chefs de l'État. Donc, cette dimension qu'on a mis 7 parlementaires nationaux pour être représentés au présidium, ils l'ont puisé où? Quel est le soubassement? Les textes, quels sont les textes qui régissent ça? Moi, je suis de l'Action pour l'unité internationale. Mon regroupement que je représente a 6 députés nationaux et 1 sénateur. Nous sommes 7, mais on n'a pas été là-bas. Et on a constaté que les rapporteurs, donc qui est notre secrétaire, un secrétaire, il rançonnait les entreprises publiques. On a vu des courriers adressés au COBIL, au DG de COBIL, pour demander de l'argent. Donc, il a même violé l'essence du combat, puisque parmi, au fait, les objectifs poursuivis par l'Union sacrée, c'est la lutte contre les antivaleurs. Et nous, on espérait qu'à travers cette restructuration, on allait ratisser large, puisque au premier mandat du chef de l'État, il a fait d'abord l'Union sacrée pour déboulonner l'FCC. Au deuxième mandat, nous sommes 95% aujourd'hui, on est développé, il n'y a plus d'opposants, il n'y a plus d'opposition. Il fallait récupérer les déboulonnés d'hier, les Moïse Katumbi, les Ramazan Chadari, les Omer Minako, les récupérer. Vous pensez qu'ils sont preneurs? Oui, si on ouvrait, mais c'est comme ça que nous pensions même qu'il fallait changer question, les noms de l'Union sacrée. C'est pas une question idéologique. Non, la vision c'était quoi? La vision c'était de pouvoir faire face à la guerre d'agression dont nous sommes l'objet aujourd'hui. Et pour faire face à la guerre d'agression, on ne doit plus parler opposition-majorité. Il fallait une réconciliation. Et cela allait même régler à partir de l'Union sacrée pour la nation. Bien sûr. Il fallait l'agrandir, même changer de nom. Nous, on prévoyait par exemple l'unité du Congo, ou la nouvelle vision du Congo, ou le Congo uni. Un autre truc comme ça. Vous êtes sûr que les gens viendraient? Ils étaient prêts. Moi, j'ai parlé avec la majorité qui était prêts pour faire face à la guerre. Ceux qui sont dans les rangs de l'opposition. Dans l'opposition, même l'opposition radicale, ils étaient d'accord. Ah bon? Mais Mbata a tout gâché, puisque les gens ne veulent pas que les gens reviennent. Oh, la vision du chef de l'État, c'est de ratisser large, avoir le maximum de Congolais pour faire face à la guerre. On termine l'émission. Hein? Donc, on ne peut pas considérer que ce qui est fait est fait. Ce qui est fait aujourd'hui, d'abord, ne sera pas et je vous dis aujourd'hui que et ça ne sera pas, parce que c'est d'abord, ça viole les tests, il n'y a aucun soubassement juridique, puisque les tests que nous avons ne reconnaissent pas ce présidium-là. Il fallait convoquer les congrès, c'est l'organe suprême, puisque à l'Union sacrée, nous avons le congrès. Après le congrès, la haute autorité politique, qui est le chef de l'État. Nous avons le présidium, nous avons la conférence des présidents des partis politiques et regroupements. Donc c'est le congrès qui devrait apporter toutes ces réformes-là. On n'a jamais convoqué le congrès de l'ICN. Et le congrès devrait être convoqué, pas par les rapporteurs, les secrétaires qui Mbata, c'est par lui-même les visionnaires, haute autorité politique. Donc tout ce qui a fait là-bas viole la charte de l'Union sacrée. C'est pourquoi nous avons dit que nous allons servir les chefs de l'État ailleurs, pas dans ce que Mbata a fait. C'est-à-dire quoi? Nous allons servir les chefs de l'État. Vous quittez l'Union sacrée? On ne quitte pas l'Union sacrée, parce que nous prenons l'Union sacrée originale. On laisse cette histoire-là en Mbata. Et c'est possible. Et nous sommes 127 partis politiques qui avons signé cette pétition-là. Donc le chef de l'État a été induit en erreur par Mbata et sa bande, et puis ce qui est grave, lui se met numéro 2, numéro 1. Vous savez qui est numéro 2? Jacques Kaboula, gouverneur, numéro 2. Mais bon, ça c'est votre usine interne.
allez-y comprendre quelque chose. Vous allez régler ça. Donc c'était par rapport aux moyens, à la poche. Vous avez une grosse poche, vous êtes numéro 2. Une grosse poche, numéro 3. Voilà. Donc, ça, sont des antivaleurs. Je m'excuse beaucoup. C'est pas ça la vision du chef de l'État. Mbata s'est écarté du chef de l'État. Et aujourd'hui, Mbata s'est ridicule. Il a même indigné les partis du chef de l'État. Parce que même son propre parti même l'a vomi, a rejeté ça. Ah bon? Donc ça appartient. C'est le morne, le présidium. Il faut passer à autre chose. Et on fera un truc bien qui va réunir tous les Congolais autour de la vision. Parce que la vision du chef de l'État, c'est une vision noble et qui mérite des femmes et hommes capables de pouvoir la matérialiser. Voilà, ça n'engage que ses membres cofondateurs. Oui, cofondateurs de l'Union sacrée, oui, absolument. Voilà, député et gardien du temple. Voilà. De l'Union sacrée. On peut vous le concéder. Champion d'antivaleurs. Merci à vous, hein, monsieur Willy Prince Michiki, d'être passé nous voir ce soir sur le plateau des Nouvelles Donnes. Vous êtes toujours les bienvenus. Prochainement, on va encore se retrouver sur le même plateau. À tous et à chacun, merci de nous avoir regardé depuis le début de l'émission. Nouvelles Donnes est terminée, réalisée de main de maître par Pierre Mwanda, assisté de Ciel Nzanga. À tous et à chacun, à l'échelle nationale comme à l'échelle planétaire, merci et à très bientôt. Bonsoir.